nom féminin, caractère de ce qui n'est pas visible, qui échappe à la vue, d'où ne provient aucun rayonnement, que l'on voit très peu, imperceptible. Ça, c'est la définition d'invisibilité. Donc, quand on parle d'invisibilité, il faut mettre un contexte. On vit dans une société où la détresse sociale, c'est pas nécessairement quelque chose que les gens veulent voir. La souffrance non plus. Souvent, ça fait détourner le regard des gens. Les gens sont pas à l'aise. Donc, c'est certain que si on reconnaît pas la souffrance, qu'on reconnaît pas la détresse sociale, bien, c'est plus difficile de reconnaître les gens qui, au quotidien, travaillent avec cette souffrance-là. Il y a un autre contexte qui rend le travail qui est fait dans le communautaire plus invisible, puis c'est l'obsession qu'a notre société pour les chiffres. On vit comme dans un monde où si on ne peut pas calculer, si on ne peut pas chiffrer, si on ne peut pas mesurer les choses, bien, c'est comme si ces choses-là n'existent pas. Et puis c'est là où ça devient clash avec les valeurs du milieu communautaire, parce que dans le communautaire, on est beaucoup dans le qualitatif. Donc, on fait des interventions qui travaillent avec le tissu social. On essaie de créer des ponts entre les gens. Et puis, moi, je vois un peu les personnes qui travaillent dans le communautaire comme des jardiniers du tissu social, finalement. C'est des interventions qui se font doucement, tranquillement, mais sûrement, et dont on voit les impacts à travers le temps. On mesure d'une part notre impact quand un jeune arrive avec une problématique, puis qui sort avec une solution qu'il a trouvée. Ça, c'est sûr que c'est la façon la meilleure pour nous, la plus évidente. C'est sûr qu'on pourrait calculer en termes de statistiques, de voir qu'une soirée, on aurait eu 30 jeunes qui viennent, mais il y a des jeunes qui viennent, ils vont sur Facebook 5 minutes à l'ordinateur, puis ils repartent. Donc, sur papier, on aurait accueilli beaucoup de jeunes dans cette histoire-là, mais en réalité, est-ce qu'on aurait vraiment aidé un jeune? C'est dur à dire. Parfois, si c'est plus important la quantité de jeunes qu'on dessert ou les impacts chez chacun des jeunes. Quand on a un jeune, par exemple, qui a des idées suicidaires, bien, selon moi, ça vaut plus d'aider un jeune ce soir-là que d'aider les 15 qui viennent pour jouer au pool ou quelque chose comme ça. On va essayer toujours d'aider en premier parce qu'on sait que le système est engorgé, que ça peut être long à avoir un rendez-vous, puis nous, on veut essayer d'aider tout de suite le plus vite possible. On veut pas qu'il soit sur une liste d'attente puis que sa problématique prenne des proportions démesurées puis qu'ensuite ça ait l'air d'une montagne à passer par-dessus. Surtout que dans la MRC en général, les jeunes n'ont pas d'autres lieux de rassemblement que les maisons de jeunes. C'est vraiment difficile à mesurer l'impact que ça a. C'est difficile à mesurer quelles répercussions ça pourrait avoir si on n'était pas là aussi. Mais la plus belle reconnaissance, selon moi, avec les années, c'est quand nos jeunes, à partir de quand ils ont 18 et plus, techniquement, ils sont plus membres à la Maison des jeunes parce qu'on dessert les 11-17 ans, mais ils continuent de venir nous voir, puis de nous appeler, puis de nous envoyer des messages pour avoir notre soutien. C'est là que je vois la beauté de ce qu'on fait, parce qu'on passe 5 ou 6 ans à créer des liens avec eux, puis le moment où, techniquement, ce sont des adultes, ils peuvent voler de leurs propres ailes, ils continuent à venir nous voir. Donc, visiblement, dans ces cas-là, je vois qu'on a eu un bon impact, puis je vois qu'on est resté important dans leur cœur. Ça, c'est la plus belle façon que nous, on mesure l'impact qu'on a eu. Puis aussi, que les jeunes ils viennent nous raconter une situation, puis qu'ils reviennent pour une deuxième. Ça nous démontre aussi qu'ils ont trouvé un peu ce qu'ils cherchaient à la première fois. Parce que selon nous, s'ils n'étaient pas bien desservis, mais ils ne reviendraient plus par la suite. C'est difficile à chiffrer aussi parce qu'on fait beaucoup d'interventions, que c'est un petit message sur Messenger, que, tu sais, nous, on compte les présences physiques. Fait que quand le jeune il rentre dans l'organisme, on va aller indiquer son nom sur la feuille, puis ça va être comptabilisé dans les présences, mais on compte pas tous les appels téléphoniques, toutes les conversations sur Messenger. On compte pas quand on croise des jeunes en marchant ou en allant au parc, qui va nous raconter qu'est-ce qu'il vit. On en croise aussi parce qu'après, ces jeunes-là, c'est des travailleurs dans la municipalité. Fait qu'on va faire l'épicerie, mais c'est certains de nos jeunes qui sont là à la caisse, qui transportent les paniers. Fait qu'on finit par tout le temps être en intervention avec eux. Puis tout ça, c'est pas comptabilisé. On comptabilise juste la présence physique. Je trouve que les organismes communautaires ont été complètement oubliés lors du premier confinement, encore plus. On a resté travailler en première ligne. Pratiquement tous les organismes ont maintenu des services, se sont mis en danger, sans pouvoir avoir autant de bénévoles aussi, parce qu'il faut limiter le nombre de personnes qui est présent. Donc, on ne peut pas compter sur les ressources essentielles, comme les bénévoles, comme avoir un intervenant de plus sur le plancher pour pouvoir faire certaines tâches, parce que sinon, l'intervenant prend la place d'un jeune.
Fait que ça pénaliserait notre clientèle d'avoir une ressource humaine de plus. On n'a pas eu plus de vacances, on n'a pas eu rien de ça. En plus, on a perdu nos levées de fonds habituelles, mais on a les mêmes dépenses. On n'a pas été vu immédiatement comme un service essentiel parce qu'on n'intube pas de gens puis on les met pas sur des respirateurs, mais on permet aux gens de rester en vie parfois en offrant des services, une écoute, du soutien, en référant aux bons endroits pour des gens qui, eux, seraient pas morts de la COVID, mais qui seraient morts des dommages collatéraux peut-être. Il y a eu certains fonds qui ont été débloqués aussi pour adapter les activités en lien avec la COVID, mais là, la COVID se prolonge puis il n'y a plus de fonds qui est disponible pour ces activités spécifiques-là. Donc, nous, les sous qu'on a eus, qu'on devait dépenser, par exemple, au 31 mars, bien, qu'est-ce qu'on fait après le 31 mars? Comment on continue nos activités? Fait que c'est comme de nous dire, desservez le mieux que vous pouvez, mais faites pas qu'est-ce que vous pensez qui serait pertinent. Donc, l'invisibilité du travail qui est fait dans le milieu communautaire est aussi due au fait que c'est très difficile de chiffrer tout ce qui n'est pas arrivé. Dans le communautaire, on travaille en mode préventif, on n'est pas en mode curatif. Donc, on travaille finalement à ce que certaines choses n'arrivent pas. Donc, c'est difficile de mesurer l'impact des interventions comparativement au réseau public où les gens vont parce qu'ils ont une blessure, que ce soit physique ou psychologique. Puis, c'est facile de cocher, on a vu une personne, on a soigné une blessure aujourd'hui. Dans le communautaire, on est totalement ailleurs. Puis, le meilleur exemple de ça, c'est qu'un médecin, une infirmière peut voir des centaines de personnes par jour. Dans le communautaire, on est dans la qualité du moment. Donc, des fois, les intervenants qui travaillent dans le communautaire, ils vont voir beaucoup moins de personnes, mais l'impact des moments qu'ils vont avoir passé avec ces personnes-là va être majeur. Puis, c'est pas rare que des intervenantes, des intervenants qui se font dire « Hey, le moment qu'on a passé ensemble cette journée-là, ça peut faire des mois, ça peut faire des fois des années. Il y a eu une importance très grande dans ma vie parce que si on s'était pas croisés puis on n'avait pas eu la discussion qu'on a eue, bien, ça se peut que j'aurais fait des conneries, tu sais. » Donc, comment on mesure ça? Comment on rentre ça dans des statistiques? C'est très difficile de le faire, mais l'impact, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Quand on regarde les nouveaux modèles de services institutionnels comparativement là, à une certaine époque dans le communautaire, tranquillement, on se rend compte qu'on perd de la crédibilité. Hein? C'est-à-dire qu'on reconnaisse notre expertise dans le communautaire, ça l'aiderait, plutôt que de se faire dicter un modèle qui est beaucoup plus institutionnalisé en échange d'un financement. Je pense qu'on est quand même à l'aise dans nos modèles, un modèle qui ressemble beaucoup plus à ces communautés-là. Ça serait peut-être le fun d'avoir de l'argent non étiqueté. Hein? Parce que l'itinérance, c'est pas une maladie, puis ils ont un modèle très curatif. On va guérir, mais ça, on ne guérit pas de l'itinérance. C'est pas comme ça que ça marche. À un moment donné, dans une rencontre, il y avait un groupe de personnes qui disaient comment on peut faire pour les sortir de l'itinérance. J'ai dit, pourquoi les sortir de l'itinérance? Hein? Si on favoriserait leur désir de contribuer socialement, qu'ils trouvent un rôle social, tout ça va se faire pareil, mais de la bonne façon, plutôt que d'y pousser dans le cul, ils tendent la main. On ne pourra jamais, en tout cas, je pense que c'est un piège si on essaie de comparer les services institutionnels puis l'apport des organismes communautaires, parce qu'on ne se situe pas dans le même axe. Hein? Je veux dire, nous, on n'est pas en intervention, OK? On n'a pas de commande sociale. Nous, c'est d'être en lien avec les groupes d'individus, hein? Beaucoup plus qu'en intervention. Donc, tout se passe dans le lien. Puis même si on est dans des services communautaires où ce que je viens pour un dépannage alimentaire, c'est un service. Je viens parce que j'ai des problèmes de santé, c'est un service. Je viens parce que j'ai une demande puis une condition précise où que je viens chercher quelque chose. Mais on oublie d'être. Puis ça, c'est le début de quelque chose qu'on a de la misère à atteindre. On a de la misère à le comprendre, j'en reviens pas. Là, il y a des services qui, à un moment donné, qui ont ouvert pour les gens qui n'ont pas de place pour qu'ils puissent aller quelque part pendant la pandémie. À un moment donné, il
il y a une partenaire de l'institutionnel qui me téléphone. « Colin, Jean, les gens, ça consomme beaucoup. » Puis je pense que ça l'avait peut-être un petit peu déstabilisé. Puis ma réponse, elle a été « Oui, mais avant, croyais-tu qu'ils ne consommaient pas? » Ils consommaient. Ils ne consomment pas plus, là. Ils consommaient avant, ils consomment aujourd'hui aussi. La seule différence, c'est qu'on les voit. Puis wow, parce que ce qu'on veut, c'est de s'approcher d'eux, qui s'approchent de nous autres, puis là, on a la chance d'être avec eux. Fait que, essayons, dans le fond, de ne pas les brimer là-dedans, plutôt de les accueillir. Hein? Puis dans le fond, je veux dire, c'est sûr que là, on est dans la réduction des méfaits. La réduction des méfaits, c'est une forme aussi de prévention. Puis malheureusement, c'est quelque chose qui est très difficile à chiffrer. Okay? Parce que la personne, on a eu une action avec qui a été posée, ça a fait que ça n'a pas déboulé, donc ça n'a pas eu lieu parce qu'on était là. De chiffrer le non-lieu, bon, il va falloir probablement le définir d'une autre façon en reddition de compte. Il va falloir être capable de se comprendre, le communautaire et l'institutionnel, en ayant deux axes différents, qu'on a chacun des rôles différents. Probablement qu'il faudrait enlever les colonnes, puis pas mettre les chiffres dans les colonnes. Hein? C'est probablement pas qu'un système binaire qu'on peut voir l'évolution ou le changement. T'sais. Il va falloir probablement descendre dans la communauté pour voir comment ils sont bien, comment ils sont heureux. Hein? Ça risque de se voir dans moins de vandalisme, ça risque de se voir dans moins de répercussions négatives, justement. Les gens, quand ils vont bien, quand ils sont heureux, bien, je veux dire, il me semble qu'on le sent. C'est pas un chiffre, là. C'est communément admis dans le communautaire que la majorité de la main-d'œuvre est féminine. Puis l'invisibilité du travail qui est fait dans le communautaire, selon moi, c'est pas étranger au fait que le travail fait par les femmes est souvent invisible aussi. Comme tous les métiers qui sont dans le don de soi, c'est souvent confondu avec quelque chose qui s'apparente au concept de la vocation, comme si les gens y allaient le faire peu importe le prix, peu importe le salaire que tu allais leur donner. Ils le font comme naturellement parce que sont comme ça. Puis malheureusement, c'est des métiers qui manquent cruellement de reconnaissance et aussi de visibilité. Puis pourtant, la pandémie, elle a de manière assez éloquente mis en lumière l'importance de ces corps de métiers-là, que ce soit les infirmières auxiliaires, les préposés aux bénéficiaires, les travailleuses sociales, les éducatrices spécialisées. Je pense qu'il serait temps que leur travail soit reconnu de manière idéologique pour toutes les valeurs qu'ils impliquent, mais aussi financières. Puis par plus qu'une tape dans le dos puis des bons mots d'encouragement, parce que nos anges gardiennes, ils ont besoin de conditions de vie décentes aussi si on veut qu'elles continuent de prendre soin de nous. La déficience intellectuelle, c'est des grands oubliés en ce moment au niveau des argents qui sont investis. Ça, tout le monde dans le milieu est unanime à ce sujet-là. Nous, ce qu'on a vu dès le début, c'est un déclin au niveau de leur santé mentale, au niveau des besoins. Je vous dirais là, qu'on ne les reconnaissait pas. Il y en a qui avaient habituellement de la facilité à s'exprimer, qui avaient de la misère à mettre des mots sur ce qu'ils vivaient. Ils ont vécu de la colère, de l'incompréhension. Il y en a qui étaient dépressifs. J'en ai un qui a fait une grave dépression. J'en ai un qui a perdu tous ses cheveux. Moins ils ont de moyens pour exprimer ce qu'ils vivent, plus ils l'ont vécu intensément. On est chanceux, nous autres, parce qu'on les reçoit de 5 ans jusqu'à 99 ans. Tant qu'ils sont en forme et qu'ils sont capables de venir à la file, on peut les recevoir. Fait qu'imaginez, on peut voir sur des années leur évolution. Fait qu'on voit l'impact de nos ateliers qu'on leur donne, des interventions qu'on a faites avec eux autres. On les voit faire des choix, on les voit changer. Ça, c'est très beau. Du jour au lendemain, on ferme les restos, on ferme toutes les aires publiques, on ferme tout. Vous avez un itinérant. Nous, on est en train de faire de la popote roulante pour soutenir nos membres en appartement. Il sent la nourriture. Bien, il a faim.
Tout est fermé. Il est venu cogner ici, on l'a nourri, c'est sûr. On est au mois de mars. Au mois d'avril, il fait encore froid dehors. Mais ici, ça a vraiment exacerbé le problème, là, qu'il n'y en avait pas de ressources pour les itinérants. Si demain matin, la file n'existait plus, l'organisme le plus près est à Mont-Tremblant. Il y en a beaucoup qui ne seraient pas en mesure de se rendre là, soit à cause du transport adapté. Je crois qu'il manquerait réellement quelque chose dans leur vie parce qu'ils ont un fort sentiment d'appartenance à l'organisme. Puis ça se fait pas en criant ciseaux, c'est à force de venir, de rencontrer leurs amis, de partager aussi entre eux ce qu'ils vivent, puis de s'entendre, de s'écouter dans leurs expériences, puis d'apprendre des autres. Ça se remplace pas. Ça se remplace pas dans le réseau quand vous êtes en plan d'intervention, 1 à 1 avec un intervenant. Toute cette vie associative-là, toute cette effervescence-là qu'il y a à la file, vous ne la retrouvez pas vraiment ailleurs. Fait que ces choses-là, c'est invisible. On nomme pas tout ce qu'on fait tout le temps. Fait qu'il y a une partie que les gens voient, mais il y a une grosse partie, tout ce qui est défense de droit, ça apparaît pas nulle part. Est-ce qu'ils sont vraiment inclus? Non. Est-ce que leurs droits sont respectés? Non. Est-ce qu'ils sont 100% intégrés dans les écoles? Non, pas tout le temps. Le système de santé, particulièrement le programme déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique, a été mis à mal depuis toutes les réformes qu'il y a eu dans les dernières années. Les services ont baissé. C'est de plus en plus difficile pour les familles d'avoir des services sur du long terme. On est rendu avec des épisodes de services comme si vous pouviez guérir d'une déficience intellectuelle en 3 mois. Vous avez besoin d'être stimulé toute votre vie. Puis on l'a vu, juste les 2 mois où ils ne sont pas venus à la file, on l'a vu la différence. On voyait qu'il y avait de la difficulté avec certaines choses, qu'ils avaient perdu des notions. Il faut tout rattraper ça. On est là-dedans. Donc, il y a probablement eu une confusion à la base dans le terme santé et services sociaux. C'est comme si le ministère a décidé de mettre ces 2 domaines-là sous la même bannière. Puis le drame, c'est qu'il finit par utiliser les mêmes instruments de mesure pour évaluer le travail qui est fait en santé et aussi en services sociaux. Alors que c'est très différent de réparer une jambe brisée que d'accompagner un être humain qui est blessé depuis sa tendre enfance. On n'est pas du tout à la même place. Dans le mouvement communautaire, on travaille à faire des ponts entre les gens. Puis ça, ce que ça demande, c'est que ça demande un contexte, ça demande des prétextes, puis ça demande surtout beaucoup de travail à une époque où on est de plus en plus individualiste. Donc, dans le communautaire, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de créer des communautés qui sont plus riches, qui sont plus inclusives, qui sont plus justes, qui sont plus sécuritaires même. Puis pour ce faire, on ne peut pas mesurer ce qu'on fait, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le constater. Ça se constate dans plein de choses. Ça se constate dans la manière que les gens vont parler entre eux dans un territoire. Ça se constate comment les gens vont se déplacer sur le territoire. Est-ce qu'ils vont se sentir en sécurité? Est-ce qu'ils vont se sentir inclus? Puis ça se constate aussi à travers les histoires, puis les récits, les trajectoires de vie des gens. Puis ça a une valeur immense. thank you